Bonjour tout le monde. Alors une fois de plus, je suis à la bourre, hein. Là, c'est parce que j'ai été faire les courses. Et par chez moi, quand je fais les courses, ça veut dire 7 km à pied dans un sens, les courses, et 7 km à pied dans l'autre sens. Donc parce que bon, il y avait des trucs qui manquaient. Et du coup, bah, j'ai perdu du temps. Et quand je suis revenu, il était 19h30. Et bah du coup, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? C'est plutôt mal barré. Je suis encore plus en retard qu'hier en fait. Bon bah c'est tant pis pour moi, hein. Donc aujourd'hui nous allons aborder la neuvième série de la neuvième vidéo de la série YouTubepedia et on va aborder la 44e place du classement. Alors le 44e du classement, ça sera le 243 Ida. Et voilà, vous pouvez arrêter la vidéo là, vous avez le 44e. Sinon, bah, pour les autres, vous pouvez continuer. Euh, Vu que l'information est tombée. Mais bon, on va développer quand même cet objet céleste. Alors, c'est pas une grosse star. Moi, j'appelle ça un caillou. Voilà, c'est un caillou dans l'espace. Enfin, qui a une certaine dimension quand même, hein. Mais bon, 44e, c'est pas. En plus, le nom 243 Ida, c'est pas une célébrité en fait. Allez, c'est parti. Donc, le 243 Ida. Donc, alors, comme je suis un petit peu à la bourre, il n'y aura pas de montage non plus, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je suis en rodage. Et pour les montages, en tout cas pour les premiers montages, il va me falloir un certain temps parce que je ne sais pas faire de montage. Et puis, il me faudra un certain temps pour un truc qui ne sera pas un truc de ouf, hein. Ça sera pas. Mais sachez que cette série-là n'a pas commencé officiellement. Après, est-ce que ça commence officiellement au 1er mai et encore, ça sera comment dire, un départ officieux. Enfin, je vous réexpliquerai ça plus tard. En tout cas, là, le 44e, donc, donc il n'est pas dans les 25 premiers. Le 44e, c'est le 243 Ida. Ou Aida, je sais pas. Moi, je prononce à la française, mais bon, voilà. Alors, le 205, le 243 Ida est un astéroïde de la famille de Coronis, elle-même située dans la ceinture principale, et qui a la particularité de posséder une lune astéroïdale. Il a été découvert le 29 septembre 1884 par l'astronome Johann Palisa et nommé d'après une nymphe de la mythologie grecque. Plus tard, les observations ont classé Ida comme un astéroïde de type S, bon, un astéroïde, celui le plus représenté dans la ceinture d'astéroïdes intérieure. Alors le problème, simplement de dire euh, que ce n'est pas pour tout public, parce que dès lors qu'on utilise des mots un petit peu savants, ça peut faire fuir 90% des personnes. Voilà. Après, ça ira mieux, mais c'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a des termes trop savants, parce que ça a tendance à faire fuir quand c'est trop compliqué. euh, les personnes ne restent pas. Enfin, la ménagère de 50 ans, elle éteint la vidéo et puis elle va regarder Cyril Hanouna ou la télé, ce qui est normal, hein. Le 28 août 1993, la sonde Galileo, à destination de Jupiter, a photographié Ida et sa lune Dactyle. C'est le deuxième astéroïde à être observé de près par un vaisseau spatial et le premier trouvé à posséder un satellite. Comme tous les astéroïdes
de la ceinture principale, l'orbite d'Ida se trouve entre les planètes Mars et Jupiter. Sa période de révolution est de 4,84 années et sa période de rotation est de 4,63 heures. Ida, de forme irrégulière et allongée, encore un petit caillou en fait, a un diamètre moyen de 31,4 km. Ils sont composés de deux grands objets reliés entre eux dans une forme qui rappelle celle d'un croissant. Sa surface est l'une des plus caractérisées du système solaire, avec une grande variété de taille et d'âge. Dactyle, la lune d'Ida, a été découverte par un membre de la mission Galileo, nommé Anne Hartch, à partir des images reçues. Le nom qui a été attribué provient des dactyles, dans la mythologie grecque, les créatures qui habitaient le mont Ida. Dactyle, avec seulement 1,4 km de diamètre, représente environ un vingtième de la taille d'Ida. Son orbite autour d'Ida n'a pas pu être déterminée avec une grande précision. Cependant, les études ont permis d'estimer la densité d'Ida et ont révélé qu'il est appauvri en minéraux métalliques. Dactyle et Ida partagent de nombreuses caractéristiques, ce qui suggère une origine commune. Les images de Galiléo, puis l'évaluation ultérieure de la masse d'Ida, ont fourni de nouveaux indices sur la géologie des astéroïdes de type S. Avant le survol par la sonde, beaucoup de théories ont été proposées pour expliquer leur composition minérale. La détermination de leur composition permet d'effectuer une corrélation entre la chute d'une météorite sur la Terre et son origine dans la ceinture d'astéroïdes. Les données renvoyées par ce survol d'Ida ont fait apparaître que les astéroïdes de type S sont à l'origine des météorites à chondrite ordinaire, qui est le type le plus commun que l'on puisse trouver sur la surface de la Terre. Alors, la découverte et l'observation. Ida a été découvert le 29 septembre 1884 par l'astronome autrichien Johann Palisa à l'observatoire de Vienne. C'était sa 45e découverte d'astéroïdes. Ida a été nommé par Maurice van Kufner, un brasseur de Vienne et astronome amateur. Dans la mythologie grecque, Ida est une nymphe de Crète qui a élevé le dieu Zeus. Ida a été reconnue comme étant un membre de la famille d'astéroïdes de Coronis par l'astronome japonais Kyotsugu Hirayama, qui a proposé en 1918 que le groupe constitue les restes d'un corps initial détruit. Le spectre de réflexion d'Ida a été mesuré le 16 septembre 1980 par les astronomes David J. Tolan et Edward Tedesco dans le cadre de l'étude des astéroïdes en 8 couleurs, les CAS. Son spectre correspondait au classement des astéroïdes de type S. De nombreuses observations ont été faites d'Ida au début de l'année 1993 par l'Observatoire naval des États-Unis, situé à Flagstaff, en Arizona, ainsi que par l'Observatoire d'Oak Ridge, situé à Harvard. Elles ont permis de mieux mesurer l'orbite d'Ida autour du Soleil et ont réduit l'incertitude de sa position grâce au survol de la sonde Galileo de 70 km à 60 km. Alors, on va parler maintenant de l'exploration d'Ida. Le survol par Galileo. La sonde Galileo, se dirigeant vers Jupiter, survole l'astéroïde Ida en 1993. Les passages près des astéroïdes Gaspra et Ida étaient secondaires à sa mission. Ils ont été choisis comme cible après la mise en place d'une politique de la NASA afin de tester le survol d'astéroïdes par les vaisseaux spatiaux de passage dans la ceinture d'astéroïdes. Aucune mission n'avait auparavant tenté un tel survol. Galileo a été lancé en orbite par la navette spatiale Atlantis durant la mission STS-34 le 18 octobre 1989. Le changement de trajectoire de Galileo afin d'approcher
Ida nécessite une consommation de 34 kg de propergol. Vous savez l'essence des navettes spatiales. Les planificateurs de la mission ont retardé la décision de tenter le survol de l'astéroïde jusqu'à ce qu'il soit certain que cela laisserait suffisamment de propergol à la sonde pour achever sa mission vers Jupiter. Au cours de son trajet vers Jupiter, la sonde a traversé par 2 fois la ceinture d'astéroïdes. Lors de son second passage, le 28 août 1993, elle est passée à côté d'Ida à une vitesse relative de 12 400 mètres par seconde, c'est-à-dire 44 640 km/h. La sonde a commencé à prendre des photos à partir de 240 350 km jusqu'à la distance la plus proche de 2390 km. Ida était le deuxième astéroïde après Gaspra à être photographié par un engin spatial. Près de 95% de la surface de Ida a été vue par la sonde lors du survol. La transmission des images d'Ida a été retardée en raison d'une défaillance irrémédiable de l'antenne à haut gain de Galileo. Les 5 premières images ont été reçues en septembre 1993. Elles comprenaient une mosaïque d'images de l'astéroïde à une définition de 31-38 mégapixels. Les images restantes ont été envoyées au printemps suivant, lorsque la distance de Galileo à la Terre permettait une transmission à plus fort débit. Alors, la découverte. Les données renvoyées par Galileo du survol de Gaspra et Ida, puis plus tard par la mission NEAR-Shoemaker, ont permis la première étude géologique de l'astéroïde. La surface relativement importante d'Ida a montré une grande diversité de caractéristiques géologiques. La découverte de sa lune, Dactyle, le premier satellite confirmé d'un astéroïde, a fourni des indications supplémentaires sur la composition d'Ida. Ida est classé comme un astéroïde de type S, c'est-à-dire un astéroïde composé de silicates. Ça correspond à 17% des astéroïdes. À partir de mesures spectroscopiques au sol, la composition de type S était incertaine avant le survol par Galileo, mais était connue pour être l'un des 2 minéraux présents dans les météorites tombés sur Terre. La chondrite ordinaire, c'est une espèce de caillou. Voilà. Et la mixte, c'est-à-dire composée de roches et de fer. Voilà. L'estimation de la densité d'Ida est limitée à moins de 3,2 grammes par centimètre cube par la stabilité à long terme de l'orbite de Dactyle. Ceci élimine la possibilité d'une composition roche-fer pour laquelle Ida doit être composée de 5 grammes par centimètre cube de fer et d'un matériel riche en nickel. Il devrait contenir plus de 40% d'espace vide. Les images du Galileo ont également conduit à la découverte que l'érosion de l'espace avait lieu sur Ida, un processus qui fait apparaître les anciennes régions plus rouges. Ce même processus affecte à la fois Ida et sa lune, bien que Dactyle montre un changement moindre. L'érosion de la surface d'Ida a révélé un autre détail sur sa composition. Les spectres de réflexion des parties récemment exposées ressemblent à ceux de météorites à chondrite ordinaire, mais les régions plus anciennes concordent avec les spectres des astéroïdes de type S. Ces 2 découvertes, les effets de l'érosion de l'espace et la faible densité, conduisent à une nouvelle compréhension de la relation entre les astéroïdes de type S et les météorites roche-fer. Les astéroïdes de type S sont les plus nombreux dans la partie intérieure de la ceinture d'astéroïdes. Les météorites à chondrite ordinaire sont également le type de météorite le plus commun découvert sur la surface de la Terre. Les spectres de réflexion, mesurés par des observations à distance des astéroïdes de type S, ne correspondent cependant pas à ceux des météorites à chondrite ordinaire. Le survol d'Ida par Galileo
a montré que certains types S, en particulier ceux de la famille de Coronis, pourraient être l'origine de ces météorites. Alors, les caractéristiques physiques de d'Ida. La masse d'Ida se situe entre 3,65 et 4,99 multiplié par 10 puissance 16 kg. Son champ gravitationnel produit une accélération d'environ 0,3 à 1,1 cm par seconde au carré sur toute sa surface. Ce champ est si faible qu'un astronaute se tenant debout sur la surface d'Ida pourrait sauter d'une extrémité à l'autre. Eh oui. De même, un objet se déplaçant à plus de 20 mètres par seconde, c'est-à-dire à 72 km/h, pourrait échapper définitivement au champ gravitationnel de l'astéroïde. Ida est un astéroïde qui est nettement allongé, un peu en forme de croissant et avec une surface irrégulière. Il est 2,35 fois plus long que large et avec une zone de démarcation qui sépare l'astéroïde en deux parties différentes. Cette zone est compatible avec le fait qu'Ida est formée de deux grands éléments solides avec un ensemble de débris qui remplissent l'espace entre ces éléments. Aucun de ces débris n'a cependant pu être observé sous les images à haute résolution de Galiléo. Bien qu'il existe sur Ida quelques pentes raides inclinées vers le haut à environ 50 degrés, les pentes ne dépassent généralement pas les 35 degrés. La forme irrégulière d'Ida est responsable de la forte inégalité du champ gravitationnel de l'astéroïde. L'accélération de surface est plus faible aux extrémités en raison de la rapide vitesse de rotation. Elle est également faible près de la zone de démarcation car la masse de l'astéroïde est concentrée dans chacune des deux parties, loin de cette zone. Alors, quelle est la topographie d'Ida? La surface d'Ida est fortement cratérisée et principalement grise, bien que quelques petites variations de couleur indiquent de nouvelles formes et des surfaces découvertes. Outre des cratères, d'autres caractéristiques sont évidentes, telles que des rainures, des crêtes et des parties saillantes. L'astéroïde est recouvert par une épaisse couche de régolithes. Ouais, j'en poussière. Par de larges débris qui obscurcissent la roche au-dessous. Les gros blocs de pierre, des fragments de débris, sont nommés les blocs éjecta et plusieurs d'entre eux ont été observés en surface. Alors, on va parler maintenant de la régolithe. La couche de roche pulvérisée qui recouvre la surface d'Ida est appelée la régolithe. Cette couche s'étend sur une épaisseur de 50 à 100 mètres. Ce matériau a été produit par des impacts et il s'est redistribué sur la surface d'Ida suivant des processus géologiques. Galiléo a clairement montré des preuves de glissement récent de régolithe. Le régolithe sur Ida est composé de minéraux de silicate d'olivine et de pyroxène. Son apparence change avec le temps par un processus appelé l'érosion de l'espace. Et en raison de ce processus, le régolithe, plus ancien, apparaît plus rouge par rapport aux matériaux fraîchement exposés. Environ 20 blocs d'éjecta de grande taille, 40 à 150 mètres de diamètre, ont été identifiés, intégrés dans le régolithe d'Ida. Les blocs d'éjecta représentent la plus grande partie du régolithe. Les blocs d'éjecta sont supposés se briser rapidement à la suite d'un impact, donc ceux qui sont présents à la surface doivent avoir été formés récemment ou découverts par un impact. La plupart d'entre eux sont situés à l'intérieur des cratères Lascaux et Mammoth, mais ils peuvent ne pas avoir été produits à cet endroit. Cette région attire des débris à cause du champ gravitationnel irrégulier d'Ida. Certains blocs peuvent avoir été éjectés du jeune cratère Azzola, situé de l'autre côté de l'astéroïde. Les structures. Plusieurs structures majeures apparaissent à la surface d'Ida.
L'astéroïde semble être divisé en deux parties, qui peut être désignées ici par la région 1 et la région 2, reliées entre elles par une ceinture. Cette caractéristique peut avoir été remplie par des débris ou soufflée hors de l'astéroïde par des impacts. La région 1 contient deux grandes structures. La première est une crête proéminente de 40 km nommée Townsend Dorsum, en référence à Tim Townsend, membre de l'équipe d'imagerie de Galileo. Elle s'étend sur 150 degrés autour de la surface d'Ida. L'autre structure importante est une échancrure nommée Vienna Reggio. La région 2 est caractérisée par plusieurs séries de rainures, la plupart ont une largeur d'environ 100 mètres et une longueur pouvant atteindre 4 km. Elles sont situées non loin des cratères Mammoth, Lascaux et Karstner, mais sans y être reliées. Certaines rainures sont liées à des impacts majeurs, par exemple ceux en face de Vienna Reggio. Alors, les cratères. Ida est l'un des astéroïdes connus possédant le plus de cratères du système solaire. Et ces impacts ont été les premiers processus à façonner sa surface. La cratérisation a atteint son point de saturation, ce qui signifie que les nouveaux impacts effacent les anciens, laissant la quantité de cratères sensiblement la même. Ils sont de toute taille et avec des stades de dégradation variés et des âges évoluant du plus récent à celui d'Ida lui-même. Le plus ancien semble avoir été formé au cours de l'éclatement de la famille de Coronis. Le plus grand, Lascaux, couvre presque 12 km. Il n'y a pas de grands cratères dans la région 1, alors que la région 2 contient presque tous les cratères de plus de 6 km de diamètre. Certains cratères sont aussi disposés en chaînes. Les principaux cratères ont été nommés d'après des grottes et des tunnels de lave situés sur la Terre. Le cratère Azzora, par exemple, a été nommé d'après une grotte immergée située sur la côte de l'île de Capri, la Grotta Azzora. Azzora semble être l'impact majeur le plus récent sur Ida. L'éjecta, issu de cet impact, est distribué de façon irrégulière sur Ida et est principalement responsable de sa couleur, ainsi que des variations de l'albédo sur sa surface. Albédo, luminosité. Le cratère asymétrique est plus récent, nommé Fingal, forme une exception à la morphologie des cratères, car il possède une frontière bien délimitée entre le fond et le bord du cratère sur un côté. Un autre cratère important, Aphone, marque le premier méridien d'Ida. La structure des cratères est simple. En forme de bol, sans fond plat et sans pic central, ils sont répartis uniformément sur Ida, à l'exception d'une saillie au nord du cratère Choukoutien, qui est plus lisse et moins cratérisé. L'éjecta excavé par les impacts est réparti différemment sur Ida par rapport aux planètes en raison de sa rotation rapide, sa faible gravité et sa forme irrégulière. Les couvertures formées par l'éjecta sont disposées de façon asymétrique autour de leur cratère, mais un éjecta rapide qui s'échappe de l'astéroïde est définitivement perdu. Donc, évidemment, les cratères et les régions de Ida possèdent des noms, mais on ne va pas les citer. Alors, quelle est la composition? Ida a été classé comme astéroïde de type S à partir de la similitude de ses spectres de réflectance avec des astéroïdes similaires. Les astéroïdes de type S peuvent partager leur composition avec des météorites à chondrite ordinaire ou roche-fer. La composition interne n'a pas été analysée directement, mais est supposée être similaire aux matériaux à chondrite ordinaire, fondée sur l'observation des changements de couleur de surface et de la densité apparente d'Ida de 2,27 à 3,10 g par cm3. Les météorites à chondrite ordinaire contiennent des quantités variables de silicate d'olivine, de pyroxène, de fer et de feldspath. Olivine
et pyroxène ont été détectés sur Ida par Galiléo. Le contenu minéral semble être homogène dans toute son étendue. Galiléo a constaté des écarts minimes sous la surface et la rotation de l'astéroïde indique une densité constante. En supposant que sa composition est semblable aux météorites à chondrite ordinaire, pour lesquels la densité varie entre 3,48 et 364 grammes par centimètre cube, Ida aura une porosité comprise entre 11 et 42%. L'intérieur d'Ida contient probablement une certaine quantité de roches fracturées à l'impact, appelées des mégarégolithes. La couche de mégarégolithes d'Ida s'étend entre quelques centaines de mètres sous la surface à quelques kilomètres. Certaines roches du noyau peuvent avoir été fracturées sous les grands cratères Mammoth, Lascaux et Undara. Alors maintenant on va parler de l'orbite et de la rotation. Ida est un membre de la famille de Coronis, de la ceinture principale d'astéroïdes. Il orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 2,862 UA, donc ce qui fait presque 450 millions de kilomètres, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Ida requiert 4,84 089 années pour compléter une orbite. Sa période de rotation est de 4,63 heures, ce qui en fait l'un des astéroïdes en rotation les plus rapides jamais découverts. Le moment d'inertie maximale calculé d'un objet uniformément dense de la même forme qu'Ida coïncide avec l'axe de rotation de l'astéroïde. Cela laisse penser qu'il n'a pas de grande variation de densité à l'intérieur de l'astéroïde. L'axe de rotation d'Ida est en précession avec une période de 77 000 ans en raison de la gravité du Soleil agissant sous la forme non sphérique de l'astéroïde. L'origine. Ida s'est créée à la suite de l'éclatement du corps parent Coronis d'environ 101 km de diamètre. L'astéroïde ancêtre a partiellement différencié les métaux plus lourds migrant vers le noyau. Ida a emporté avec lui des quantités insignifiantes de ce matériau de base. On ne sait pas il y a combien de temps ce phénomène de rupture a eu lieu. Selon une analyse des processus de formation des cratères d'Ida, sa surface possède plus d'1 milliard d'années. Cependant, ceci est incompatible avec l'âge estimé du système Ida tactile de moins de 100 millions d'années. Il est peu probable que Dactyle, en raison de sa petite taille, puisse avoir échappé à la destruction par une collision majeure sur une aussi longue période. La différence par rapport à l'âge estimé peut être expliquée par une augmentation du taux de cratérisation par des débris provenant de la destruction de l'ancêtre Coronis. Alors maintenant on va parler de la Lune astéroïdale. Et il y a un article détaillé qui détaille Dactyle. Mais on va quand même en parler un petit peu. Le petit satellite nommé Dactyle orbite autour de l'astéroïde Ida. Son nom est officiellement 243 Ida I Dactyle et a été découvert sous les images prises par la sonde Galileo lors de son survol en 1993. Ces images ont fourni la première confirmation directe d'une lune astéroïdale. Au moment du survol, elle était séparée d'Ida d'une distance de 90 km et se déplaçait sur une orbite prograde. La surface de Dactyle est recouverte de cratères, comme Ida, et se compose de matériaux similaires. Son origine est incertaine, mais les données du survol laissent penser que son origine serait un fragment de Coronis. Dactyle ne mesure que 1,4 km de diamètre. Ce fut le premier satellite naturel d'astéroïdes découvert. Certains chercheurs pensent que Dactyle a été formé par des débris éjectés d'Ida par un impact, alors que d'autres suggèrent qu'Ida et Dactyle se sont associés il y a plus d'1 milliard d'années
lorsque le corps céleste parent d'Ida se désagrégea. Les deux hypothèses possèdent des lacunes qui n'ont pas encore été résolues. Voilà. Donc, c'en est terminé de ce 243 IDA. Et, et puis voilà. Donc, je vous dis à plus. Et on va enchaîner, je pense, tout de suite avec la 43e place.